Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 15 avril. Voici les titres de ce journal. La Vendée va-t-elle être rattachée à une grande région aquitaine? Va-t-elle rester avec les départements voisins? Face à la réforme territoriale annoncée par Manuel Valls, plusieurs possibilités se dessinent. Le point dans ce journal. Coup d'envoi du mondial football Montaigu jusqu'à lundi. Les matchs des moins de 20 ans vont se succéder sur les terrains vendéens. Avant ça, des bénévoles passionnés règlent les derniers détails. Nous les retrouverons sur place. Enfin, retour sur le concours de cuisine de Vendée. 8 restaurateurs vendéens et des départements voisins se sont retrouvés dans les cuisines du CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure. Au menu, les produits vendéens, bien sûr. On revient sur cette question qui anime la France en ce moment. Que vont devenir nos régions? Le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à ce millefeuille territorial en diminuant les régions et en supprimant les départements. Alors à quoi ressemblera la France de demain et à quelle zone sera rattachée la Vendée? Plusieurs possibilités. Le point avec Carl Laboureux. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Diminuer le nombre de régions, la volonté est clairement affichée. Reste à la mettre en pratique et surtout à redessiner les frontières. Première hypothèse, la plus plausible selon nos confrères de Challenge qui se seraient procuré une carte circulant à Matignon, celle d'une France à 12 régions contre 22 aujourd'hui, où seuls les Pays de la Loire seraient démantelés. La Vendée pourrait alors être intégrée à une grande région Aquitaine, Poitou, Limousin, alors que seule la Loire-Atlantique rejoindrait la Bretagne. Une fusion Bretagne-Pays de la Loire, c'est d'ailleurs la seconde hypothèse et c'est aussi celle que défend le président de région, Jacques Auxiette, qui s'oppose fermement à une vente à la découpe. Jacques Auxiette qui organisera d'ailleurs le 13 mai prochain une session extraordinaire pour en débattre, session à laquelle les élus vendéens pourraient participer en apportant leur vision du territoire. Moi je suis plutôt pour une région beaucoup plus large, avec le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire et puis la Bretagne, une sorte d'euro-région qui permettrait, si j'ose dire, d'avoir une forme d'arc atlantique et de tenir compte à la fois des aspects historiques, des aspects géographiques et des aspects économiques. Je crois qu'il faut qu'on puisse aussi réfléchir à des frontières qui nous permettent un meilleur travail. Et puis là aussi, quelle culture? Je pense que la culture est à peu près la même entre les Bretons et les Ligériens. Et puis d'autres découpages encore ne sont pas à écarter. Conserver ensemble les départements des Pays de la Loire et créer une région Val-de-Loire ou Vallée de la Loire, sans la Bretagne ni le Poitou, pourrait être une autre hypothèse. Bref, si l'on peut imaginer plusieurs scénarios, deux questions se posent. Les 5 départements des Pays de la Loire resteront-ils dans la même région ou seront-ils dispersés? Et dans ce cas-là, quid de la Vendée, Bretagne, Vallée de la Loire ou Aquitaine, Poitou, Limousin? Rien ne semble aujourd'hui impossible. Chez nos voisins, à Carquefou, près de Nantes, le fabricant de cigarettes Ceita ferme ses portes. La décision a été officiellement annoncée ce mardi. L'usine de Loire-Atlantique comptait plus de 300 salariés. Le groupe Imperial Tobacco s'explique en précisant qu'en 2013, le site nantais a produit plus de 12 milliards de cigarettes pour une capacité de 20 milliards. La fabrication de la Gauloise se déroulera désormais en Pologne. À l'heure des premiers départs en vacances pour la période de Pâques, on apprend que le nombre de tués sur les routes a bondi de 28% pour le mois de mars par rapport à l'année dernière au niveau national. En Vendée, depuis le début de l'année, 11 personnes ont perdu la vie contre 7 l'année dernière. Autre chiffre en hausse, le nombre de cambriolages est en effet en augmentation et sur les 6 prochaines années, un Français a une chance sur 10, si on peut parler ainsi, de se faire cambrioler. Partant de ce constat, la Vendée lance une campagne de sensibilisation. L'objectif est simple, inciter la population à recenser tous ses biens de valeur, mais également du quotidien, des bijoux à la tondeuse. Un site internet a donc été mis en place sur le www.objet-volé.fr. Vous pouvez donc inscrire tout votre patrimoine. Précisons que les enquêteurs retrouvent de nombreux objets volés mais ne réussissent pas à identifier leur véritable propriétaire, ce qui n'est pas sans conséquences. Ça a des conséquences sur l'enquête en elle-même, puisque ne pouvant pas identifier ces objets volés, on ne peut pas les incriminer à la personne qui les détient. Donc ça veut dire que l'autorité judiciaire, après, ne peut donc pas sanctionner. Mais les victimes ne savent pas non plus
que nous avons découvert quelquefois leurs biens. Alors nous arrivons quelquefois à une situation quelquefois un peu absurde où nous sommes obligés de restituer quelquefois aux détenteurs des objets qui sont potentiellement volés sans qu'on puisse le prouver. D'où l'intérêt donc de recenser tous vos biens avant une catastrophe. On passe à l'événement sportif de cette semaine, le Mondial Football Montaigu. Jusqu'à lundi prochain, les équipes françaises et étrangères des moins de 20 ans vont se rencontrer sur les terrains vendéens. Et les premiers matchs ont débuté ce mardi soir avec notamment l'affiche France-Canada. Quelques heures avant le coup d'envoi, Anthony Jamin était déjà sur place à Montaigu. Regardez. Essayez donc de mettre à l'envers, comme ça au moins les gens le verront. Jean, André et les autres sont des inconditionnels du Mondial Football Montaigu. À chaque nouvelle édition, ils proposent leur service comme bénévoles. Oui, exactement. Nous, on est là, on vient monter les tribunes déjà, le stand et donc le bar, là, parce qu'on est toutes les équipes à tenir ce bar. Moi, je suis supporter du club de Montaigu et on se sent bien, toute l'équipe, on est là. Ça fait 40 ans et voilà, c'est parfait, quoi. Normalement, on a 3 comme ça et 3 comme ça. Des bénévoles qui sont aussi les premiers supporters du club. Alors évidemment, chaque détail a son importance. Le club. Bon, tu sais pas ce que tu vas faire pour voir ça avec Gérard. C'est le logo du club, du mondial et puis du stage d'été, les trois entités de Montaigu. De son côté, Michel Allemand recevait les dirigeants des 8 délégations nationales. Au cours de cette réunion, le président du tournoi international de Montaigu est notamment revenu sur les points de règlement qui font débat, les mêmes chaque année. Les 2 points, c'est les remplacements des joueurs et les cartons jaunes ou cartons rouges. Donc il y a une bonne discussion, on essaye de faire participer tout le monde et chacun donne son point de vue. Puis après, une fois la réunion finie, on est d'accord et on fonctionne. Mais c'est très très important. En coulisses, ça y est, tout est prêt. Rendez-vous est donné à 17h30, à 1h30 du premier coup d'envoi de cette 42e édition du Mondial Football Montaigu. Et après 42 ans, le succès du Mondial Football Montaigu ne se dément pas. C'est ce que nous confirme le vice-président. Il était l'un des invités de 85 chrono hier soir. Écoutez. Je pense que si on en est encore là, c'est parce qu'on sait présenter un plateau un peu différent tous les ans et puis donner aussi la chance à tous les pays du monde qui pratiquent le football, et Dieu sait s'ils sont nombreux maintenant, de pouvoir venir à Montaigu et puis de se confronter à des footballs différents, ce qui leur permet d'apprendre et d'apprendre parfois très vite, puisqu'on a vu par exemple avec le Japon, entre la première fois ils sont venus et la fois ils ont gagné le mondial, il ne s'est pas écoulé énormément de temps. Je pense que les équipes apprennent très vite et c'est des jeunes en plus, des 16 ans, donc c'est bien. Ça leur permet de découvrir quand même le football de haut niveau et avec une certaine pression, puisqu'il y a quand même du public sur les stades. Le Mondial Football Montaigu, c'est donc parti. Je vous rappelle que 2 compétitions se déroulent sur les terrains, celle opposant les équipes de chaque pays et celle réunissant les équipes de différents clubs. Prochain match mercredi où la France rencontrera la Côte d'Ivoire. Et puis on reste encore au chapitre sport avec la victoire de Brian Cocard sur la Paris-Camembert. Le cycliste de la Team Europe Car a fini l'étape au sprint après 210 km entre les Yvelines et l'Orne. Rappelons que l'an passé, le coureur de l'équipe vendéenne avait fait 5e. Le 8e concours de cuisine de Vendée s'est déroulé hier. Cette épreuve est toujours l'occasion pour les restaurateurs du département et des départements voisins de se confronter. Mais ici, ce sont les produits de notre terroir qui sont à l'honneur. Au menu donc de ce concours, sardines, veau ou encore betteraves. Reportage de Simon Philippot. À peine arrivé en cuisine que le stress est déjà palpable. Chaque candidat est concentré sur sa tâche. Il faut dire que le jury ne laisse rien passer. Le temps de préparation, le goût, la présentation, l'originalité et la mise en valeur des produits imposés sont les éléments retenus. Mais pour le jury, ce n'est pas toujours évident de différencier les candidats. On a tous une sensibilité par rapport à des produits, par rapport à des couleurs, et on peut avoir des candidats qui vont avoir touché cette sensibilité d'une façon différente, mais qui l'auront touché quand même. Et bien sûr, on a envie de mettre une note favorable parce que ça correspond à ce que l'on peut rechercher. Donc après, bien sûr, ce sont des détails qui vont permettre de faire la différence d'un candidat à l'autre. Le concours a pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire et la créativité des participants et surtout de mettre en valeur les produits du département, ingrédients essentiels des plats préparés par les candidats.
Nous choisissons une liste de produits imposés. Cette année, il y a une entrée et un plat qui doit être fait avec donc des produits de Vendée. Et puis chaque concurrent a donc la possibilité d'amener des produits supplémentaires sur un panier garni. Pour les candidats, ce concours est un véritable tremplin avec, pour le lauréat, un accès direct à la finale du trophée national de l'Académie culinaire de France. Et justement, il s'agit de Massimo Carrei, le restaurateur du Balata à l'Aiguillon-sur-Vie, représentera donc la Vendée. Et puis notez que l'an passé, les 2 premiers de ce concours, David Boisseau du Clémenceau à La Roche-sur-Yon et Sébastien Caillot de la Chaboterie, ont obtenu respectivement le trophée national 2014 de l'Académie culinaire de France et le 3e prix au Bocuse d'Or 2014. Et on reste dans l'ambiance concours, mais avec les jeunes en apprentissage cette fois. Dimanche, au Bourg-sous-la-Roche, 214 Vendéens ont participé à la sélection départementale de l'un des meilleurs apprentis de France. Chacun dans sa profession devait présenter un travail. Il y a ceux qui ont pu être jugés sur place, les autres ont dû préparer leurs œuvres avant d'arriver. Les 2 premiers de chaque catégorie se rendront au concours régional. Et précisons que l'an passé, 18 Vendéens avaient fini sur le podium lors du concours national, permettant ainsi à la Vendée de se placer à la 2e place des meilleurs départements. Que se passe-t-il avant que l'eau n'arrive dans notre robinet ? Eh bien, quelques centaines de personnes ont pu le découvrir ce week-end lors de la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, l'usine d'eau potable du Jaunet à Landevieille a ouvert ses portes. Le public a pu suivre toute la filière de traitement de l'eau au travers d'une visite et de jeux ludiques pour les enfants. Un mot sur la nouvelle Miss de Geneviève de Fontenay. Candice Berceau, en blanc sur la photo, a été élue samedi soir à Fontenay-le-Comte, Miss Prestige 2014. La jeune femme de 21 ans est originaire d'Aubigny. Vous le savez, dimanche, c'est Pâques. Le chocolat est donc à l'honneur, l'occasion pour les enseignes de décliner le thème en proposant notamment des ateliers au grand public. Exemple à La Roche-sur-Yon, où l'on apprend à faire des bonbons en chocolat, bien sûr. Allez, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est parti pour 2 heures d'atelier. Au programme, des bonbons au chocolat. Faites attention que votre chocolat soit toujours à une température entre 31 et 32 degrés pour le chocolat noir. Une température idéale pour obtenir un chocolat bien brillant. Catherine, formatrice à l'atelier gourmand, va ainsi donner à ces 5 jeunes femmes ses astuces et ses secrets de cuisine pour qu'elles puissent épater leur entourage à Pâques. C'est vraiment accessible à tout le monde, puisque vraiment on est ici pour apprendre et essayer de refaire quotidiennement toutes ces recettes qu'on apprend à l'atelier. Voilà. Ganache à la framboise, chocolat praliné et nougatine sont au menu de l'atelier. De quoi saliver. Alors on est en train de faire des bonbons de chocolat à la feuilletine. Donc on va tremper les petits bonbons qu'on a préparés dans le chocolat pour les recouvrir. Et puis ensuite on les ressort comme ça. Après, on les mettra au frigo ou au frais en attendant que ça prenne dessus pour qu'on puisse les déguster. C'est pas quelque chose que je fais à la maison parce qu'il faut vraiment avoir les ustensiles et c'est les températures et c'est vrai que je suis novice complètement par rapport au chocolat. Donc non, c'est très très intéressant. Et je trouve ça, on est très bien accompagnés donc ça passe tout seul. Et là, vous allez avoir une petite couche bien fine de nougatine. La nougatine, vous allez pouvoir la tremper dans le chocolat pour Pâques, mais après, vous en faites des petits carrés, tout simple, avec le café de 14h après le repas, ça c'est délicieux. Enfin, une petite dégustation s'impose. Chacune des participantes a choisi la forme de son bonbon au chocolat. Apparemment, ils ont l'air plutôt réussis. Vraiment trop bon. Très fin. Oui. Allez, on se laisse aussi tenter. Quand même. Attention à la crise de foie tout de même. Et côté ciel, on ne risque pas le trop plein de chaleur puisque ce mercredi ressemblera à la veille avec du soleil, certes, mais un vent encore frais qui nous fera oublier la douceur de ce mois d'avril. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous confirme cette tendance mitigée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.